Donc, bienvenue donc, au webinaire sur de présentation de la solution FinanceSight. Donc, au sommaire, on va présenter rapidement en fait qui nous sommes, PerfectSight. Ensuite, on enverra sur, de manière un petit peu générale, les solutions. Qu'est-ce qu'un modèle finalement accélérateur de type FinanceSight? Ensuite, on fera un zoom sur FinanceSight. Ensuite, donc ça, ce sera un peu plus théorique donc en slide. Et ensuite, on ira sur une démo. Je baserai ma démo sur l'outil GDocs. Et on terminera par des questions et réponses. On se fera 10-15 minutes à la fin. Donc déjà, PerfectSight, qui sommes-nous? On est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est data, données, et principalement en fait dans tout ce qui est pilotage de la performance, prévisionnel, pilotage de la performance. On commercialise en fait deux outils qui sont GDocs et Board de pilotage de la performance. Vraiment en fait la possibilité de connecter à plein d'autres outils, et c'est pour ça qu'aussi on a d'autres expertises sur d'autres outils. Même si ce n'est pas un cœur de métier, on a quand même ces expertises-là sur des outils comme Qlik, Power BI, Tableau, qui sont des types de restitution, que l'on va pouvoir connecter à nos outils de PM. On a une autre aussi expertise qui est sur Pincore, qui est un outil de gestion de référentiel, un outil open source très puissant. Nous, on s'en sert aussi pour faire de la collecte en masse d'informations budgétaires, enfin pour les opérationnels. En fait, si vous avez beaucoup d'opérationnels dans l'entreprise, vous pourrez en fait faire une collecte de masse avec un workflow et très facilement via Pincore. Grosso modo, on a plus de 200 projets, plus de 5000 utilisateurs, plus de 50 clients, donc on a vraiment une base assez importante de projets et d'utilisateurs. Et on fait partie d'un groupe plus important qui est le groupe Iena, qui a un chiffre d'affaires de 9,5 millions d'euros, qui a une présence internationale, qui est plus de 80 consultants. Et surtout, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est la plus grande équipe dédiée à l'EPM en Europe. On n'est pas la plus grande société de conseil, mais par contre, dédiée à l'EPM, on est la plus grande équipe. C'est-à-dire que nos 80 consultants font du début à la fin de la journée, ils font de l'EPM. Voilà, on a un certain nombre de clients. Hein. On a des petites entreprises, mais on a aussi des grosses entreprises comme Boulanger, EDF, Air Liquide, les Mousquetaires. Voilà. Donc, c'est vraiment des solutions qui touchaient des petites et des grosses entreprises et des entreprises de taille moyenne. Donc, je reviens là-dessus. Voilà, l'expertise, c'est vraiment axé sur le pilotage de la performance. Pourquoi je reviens dessus? C'est parce que FinanceSight, elle fait en fait du pilotage de la performance. Je vais planifier, c'est de la planification, de la simulation de ma performance du futur, budgétaire, etc., des prévisions, des forecasts, etc. Nos solutions. Il y a deux manières de mettre en œuvre une application. Soit on part d'une page blanche, donc c'est-à-dire qu'on va créer vraiment tout de zéro, on va créer les axes d'analyse, la base de données, les rapports, les ETL, tout de zéro. Et nous, en fait, on a une autre façon de faire. C'est de partir avec des modèles accélérateurs. C'est-à-dire, en fait, ne pas partir d'une page blanche, mais de dire, on capitalise sur les nombreux projets que l'on a pu réaliser, on capitalise, parce qu'il y a des briques un peu métiers qui sont réutilisables. Donc, on capitalise dessus, on en a fait des modèles accélérateurs de projets. C'est un socle pour le démarrage du projet. Et donc, ça réduit significativement le temps d'implémentation du projet. Ces deux manières de mettre en œuvre une application, il y a trois manières après de le mettre en pratique. Il y a soit on est en mode réalisation, c'est-à-dire que c'est nous, PerfectSight, en fait, qui allons totalement développer la solution. Mais comme on est basé sur des outils qui sont simples d'utilisation, on tend de plus en plus vers, on peut faire aussi la co-réalisation, c'est-à-dire que nous on développe et vous développez un petit peu, et soit on peut aller vers du coaching. C'est-à-dire en gros, c'est vous qui développez quasiment de A à Z votre solution. En partant finalement d'un modèle accélérateur ou d'une page blanche, voilà, on peut faire soit de réalisation, co-réalisation ou coaching. Et plus on va tendre vers la droite, et plus finalement vous serez autonome. Et on aime bien, en fait, on a 80% de nos projets qui sont en mode coaching. Et ensuite, on a des clients qui sont totalement autonomes et qui nous demandent 1 jour, voire 2 jours par an de consulting, mais pas plus. Mais en fait, qu'est-ce qu'un modèle accélérateur? Donc là, je vais un peu plus le définir. Un modèle accélérateur, c'est un ensemble, il faut dire que c'est un ensemble de briques métiers associées à un socle Perfect Start. Perfect Start, je reviendrai un peu plus dans la slide suivante. Mais en gros, Perfect Start, c'est toutes les briques un petit peu transverses, qui ne sont pas métiers, mais transverses, qui accompagnent en fait la solution et qui la rendent un peu industrielle, c'est-à-dire un workflow, un écran pour recharger les données depuis le web, un menu d'accueil sécurisé, etc. Et autour, en fait, gravitent plein de briques métiers. Et ces briques métiers, ce qu'il faut retenir, c'est que
elles sont au choix. Ça, c'est première chose. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas on prend tout ou on prend rien. C'est finalement, on peut prendre une petite brique, par exemple la partie chiffre d'affaires, ou alors on peut prendre que la partie OPEX, que la partie masse salariale, etc. Donc c'est vraiment, on fait un petit peu son marché. Et d'ailleurs, en fait, on est en phase de le vendre à un prospect qui veut en mettre financier pour une holding. Donc c'est juste une gestion de coût, donc prendre que la partie OPEX. On peut également en fait faire du donc c'est également en fait c'est générique, le plus générique possible. On essaie d'être le moins spécifique, parce que si on est sur trop spécifique, c'est compliqué ensuite de le personnaliser. Et nous, on vous donne des accélérateurs, on ne dit pas que c'est des solutions, c'est des accélérateurs pour qu'ensuite on puisse le personnaliser et que ce soit 100% adapté à votre besoin. Donc au choix, générique, pour que ce soit facilement personnalisable. Et ensuite, ce sera les fondations de votre future application. Le socle Perfect Start, on a une console de lancement donc ça permet un écran web en fait qui permet de charger de la donnée, dimension de période, un menu d'accueil qui est sécurisé, du multi-devise, les droits et des utilisateurs et des droits, les paramètres généraux pour un écran qui permet de dire bah voilà mon atterrissage c'est septembre 2020, etc. Donc vous voyez en fait ici je parle pas du tout de métier, hein. Mais par contre ça c'est super important pour que la solution soit industrielle, en fait, qu'on sorte des lacunes finalement d'Excel. Et ça s'accompagne à des normes de développement. C'est-à-dire qu'on est vraiment une société en fait capitalisant sur tout en fait, hein, et notamment aussi sur la politique interne, sur les normes de paramétrage, des rapports, des ETL, etc. Et donc du coup, quand on démarre un projet, on vous donne les bonnes pratiques de développement. Maintenant, en fait, les socles, le modèle accélérateur, il est déjà basé sur des outils EPM, comme JDocs et Board. JDocs et Board, sans le modèle accélérateur, répond déjà à un certain nombre de vos problématiques. Il permet d'automatiser l'intégration des référentiels et des sources de données. On a un ETL qui est complet et qui va permettre de charger les axes d'analyse et des données, notamment le réel. Et tout ça va être stocké dans une base de données. C'est-à-dire qu'on n'a plus la lacune d'Excel, mais on a une base de données qui est centralisée, qui est fiabilisée, qui est sauvegardée, qu'on va pouvoir charger via un ETL. Comme on a des données, on peut avoir plein d'historiques, donc on va pouvoir augmenter les capacités d'analyse, et notamment si on a une partie web pour faire des beaux rapports, hein, pour faire du reporting de masse. On va pouvoir donc analyser le passé, mais on va aussi pouvoir simuler. C'est un outil EPM, sa grande force, c'est qu'on va pouvoir saisir de la donnée. Donc faire des simulations, si je modifie telle hypothèse, quel est l'impact financier, et je vais pouvoir collecter des données budgétaires. Je vais pouvoir en fait permettre à mes différents collaborateurs de se connecter à une même application centralisée et de pouvoir saisir leurs prévisions. Et tout ça, ça va permettre ensuite de pouvoir comparer le réel avec le budget. Et à la fin, on pousse pour que pour que vous soyez le plus autonome possible dans l'utilisation, l'administration et la maintenance. Donc ça, c'est l'outil EPM qui est derrière, en fait, qui le permet. La démarche projet pour un modèle accélérateur, en fait, elle change pas énormément. En fait, on a toujours une phase de cadrage des besoins fonctionnels. C'est là où on va dire, bah, finalement, dans le modèle accélérateur, je vais prendre telle brique, telle brique, telle brique. Je ne vais pas prendre telle brique. Et finalement, bah, telle brique, je vais la personnaliser de telle façon, ou alors je vais repartir de zéro. Parce qu'on ne va pas non plus, ça ne sert à rien de tordre une brique fonctionnelle. Non, si c'est plus facile de la recréer de zéro. Donc c'est vraiment, il faut que ce soit des accélérateurs et pas des freins, parce que ça crée en fait une usine à gaz. Ensuite, j'ai installé le logiciel. Hein. Ensuite, je vais préparer, donc ça c'est plutôt vous, hein, vous allez préparer les sources de données, vous allez envoyer les référentiels, le réaliser de historique, etc. Les paramètres pour les calculs budgétaires. Ensuite, il y aura un paramétrage du modèle. Donc là, c'est nous, on va paramétrer le modèle accélérateur. On va vous former pour qu'ensuite il y ait une perspective personnalisée. Ou alors, en fait, on le personnalisera aussi, mais la formation, elle vous aidera pour ça aussi. Donc rapidement, un exemple de planning pour un petit projet. Ce qui prend du temps, c'est aussi vos disponibilités. La phase de cadrage peut prendre un petit peu de temps pour que tout le monde soit réuni, puisse être réuni. Ensuite, on récupère les prérequis. Donc ça prend, selon vos contraintes, hein, ça peut prendre 3 semaines. Ensuite, la phase de paramétrage du modèle accélérateur, c'est 2-3 semaines. Hein. Ensuite, on vous forme sur 3 jours. Et ensuite, bah, ça, c'est assez variable. Plus il y a de personnalisation, plus ça prendra du temps. Et si on le met en mode coaching, ça dépendra aussi de vos disponibilités. Idem pour la recette. Mais grosso modo, pour un petit projet, on peut le mettre en 3 mois. Ce qui est infaisable en partant de zéro. Et donc, je terminerai du coup sur les bénéfices des modèles accélérateurs, comparé à partir du performance, c'est rapidité de mise en œuvre, rapidité de production de résultats, c'est-à-dire qu'on peut très facilement. Les paramétrages sont industrialisés, donc ça limite quand même les risques en phase de développement.
et ça va réduire significativement la charge d'intégration et la phase de recette. Donc c'est un vrai gain de temps, et en plus de ça, on vous amène des bonnes pratiques de développement, de mise en place de solutions. Et du coup, dernier slide de manière un peu générale sur les solutions, on a un certain nombre de modèles accélérateurs. Moi, je vais vous présenter FinanceSight, qui est sur une planification de prévision, de suivi d'exécution financière. Donc, je vous établirai ce qu'il y a un petit peu dedans. Hein. C'est une solution complète, finalement, d'élaboration budgétaire côté financier. Et en fait, on a d'autres solutions. HRSight, qui est sur la partie ressources humaines, mais un peu plus pointue. Donc là, on va au matricule, on fait suivi, planification des effectifs, de la masse salariale, des frais de personnel, le manège jusqu'aux indicateurs RSE, mais un peu plus pointu. CashSight, c'est simuler finalement la trésorerie en fonction du budget. InvestSight, c'est des écrans en fait de collecte des demandes d'investissement réel, et ensuite on compare le réel avec le budget. TimeSight, c'est une solution de suivi, de planification et de prévision d'activité. Et IncenSight, c'est une solution de calcul et de simulation des commissions pour les commerciaux. Si je gagne telle opportunité, combien finalement j'atterrirai à la fin d'année. Maintenant, si je fais un zoom sur FinanceSight. FinanceSight, le modèle accélérateur FinanceSight, donc c'est un ensemble de briques. En gros, dans FinanceSight, on a les ventes, ce qui est plus compliqué à faire générique parce que les ventes, ça peut changer d'un instant à l'autre. Mais bon, on arrive à intégrer un certain nombre de modèles, de secteurs d'activité. La partie RH, on a un niveau plus macro que le matricule, une partie frais généraux, simulation des investissements, création d'investissements. Tout ça, ça se consolide dans un PNL. Ensuite, on a des états un peu plus financiers, du BFR, du bilan, du cash flow. Et tout ça, le liant, c'est le Perfect Start qui lie en fait toutes ces briques. Et là, on peut vraiment prendre, je veux prendre que les frais généraux, c'est possible. Je veux prendre que les ressources humaines, c'est possible aussi, etc. On peut vraiment faire un petit peu son marché. Et l'avantage d'avoir un Perfect Start, en fait, qui est le liant, qui est commun à toutes les solutions, tous les modèles, c'est qu'en fait, on va pouvoir les imbriquer les uns dans les autres. Dans FinanceSight, finalement, si on veut une planification un peu plus détaillée pour aller jusqu'au RSE ou alors même que pour ne serait-ce qu'aller au matricule, on peut remplacer cette brique RH par HRSight. La partie cash flow, on peut la remplacer par une solution un peu plus poussée sur la partie cash. InvestSight, on peut compléter par InvestSight. Et on peut compléter par une autre brique, en fait, IncenSight sur le calcul des commissions. Donc là, je vous ai montré un peu la couverture fonctionnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette couverture fonctionnelle? On peut collecter des données, donc à la fois des données réelles pour faire de l'analyse rétrospective et à la fois pour faire des simulations et des prévisions. Donc sur toutes ces briques-là, on peut faire de la collecte de données et pour à la fin, ce qui est important, c'est pouvoir comparer le réel avec le budget. Place maintenant à la démo. Je vais faire donc ma démo de FinanceSight sur GDocs. Donc juste une slide pour présenter un petit peu GDocs. Et après, en fait, on ira sur l'outil. GDocs, c'est une solution, sa grande force, c'est qu'elle est simple d'utilisation, et ce qui force du coup, parce qu'il pousse à l'autonomie en fait des utilisateurs. C'est une solution qui est complète. On a une propre base de données, un ETL qui est propre aussi. On peut faire de la sécurité, on peut créer des rapports web, les pousser dans le mobile. Et on peut aussi, on a un add-in Excel pour se connecter aux bases de données depuis Excel qui est très puissant et très utile. Ça évite finalement en fait d'acheter plusieurs solutions. Là, on a une solution qui est complète. L'objectif, c'est de tirer le meilleur d'Excel tout en collant ses lacunes. Donc, c'est peu coûteux, simple, accessible, rapide, flexible. Et par contre, ça résout les lacunes en fait d'Excel, qui sont la consolidation manuelle, compliquée, maintenant difficile, etc. Donc, c'est une solution qui est très tournée en fait sur Excel. Ils ont recréé un environnement Excel dans le web avec des capacités augmentées finalement de web, mais ils ont recréé un environnement sur le web. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation PPT, donc place maintenant à la solution. Donc là, je suis sur mon interface GDocs. Donc on retrouve en fait les différentes briques. On a la base de données, le modeleur, la base de données. On a la partie ETL qui est l'intégration de données. On a la partie rapport designer qui permet de créer les rapports. Et ensuite, on peut les publier sur le web. Et on a la partie administration qui permet de créer des utilisateurs, des groupes, etc. Donc là, je suis sur l'interface. Donc je vais vous présenter FinanceSight. Je vais vous présenter surtout la partie collecte de données. Dans un projet, en fait, ce qui est compliqué, c'est la collecte de données avec toutes les règles budgétaires, etc. Quand il s'agit de faire du reporting, c'est assez simple. Vous pourrez le faire tout seul, une mini-formation, et en fait, vous pourrez le faire tout seul et vous serez assez autonome. Je vais vraiment parler en fait de la partie collecte de données. Je vais vous présenter en fait le Perfect Start qui entoure et qui rend en fait la solution industrielle avec un workflow, etc. Maintenant, juste pour vous montrer grosso modo un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est que quand cette collecte de données aura été faite,
Après, on n'est plus dans Excel, on a des capacités web en fait de faire des beaux graphiques, d'avoir des choses qui sont très interactives. Donc, je vais vous montrer 2 exemples. Une fois que vous aurez fait votre collecte de données, vous saurez faire ces rapports de façon autonome, je vous le répète, où là, globalement, je suis sur, je peux cliquer et dire, voilà, je veux voir mes tableaux finalement par net revenu, par net profit. Tout est connecté finalement à une base de données, et se rafraîchit. Je peux dire ici, je veux faire un zoom sur l'Amérique. Voilà, je veux mettre en mensuel. Je veux faire des zooms. Voilà, donc là, je zoome, là, j'ai mon détail des produits ici. Je peux faire finalement aussi, ce qui est très important, je peux me faire des rapports en fait qui vont comparer le réel avec le budget. Avec lequel on aura chargé le réel. Avec un autre contributeur, on leur a fait saisir le budget et ensuite on compare le réel et le budget. Et tout au long de l'année, on va pouvoir comparer où on en est dans le réel, vis-à-vis du budget. Donc ça, c'est un petit peu finalement la cerise sur le gâteau, ce qui va, moi, je vais me focaliser du coup sur la collecte des données. Donc là, je suis sur FinanceSight. Je retrouve en fait les différentes briques métiers que je vous ai présentées. Donc dites-vous bien, quand vous allez voir les écrans, c'est que tout est personnalisable et ajustable à vos besoins. Et ensuite, ici, du coup, j'ai mon Perfect Start avec le menu qui est sécurisé. Il est sécurisé très facilement, en fait. Vous pouvez très facilement le sécuriser. Il faut mettre des 0 et des 1. Là, par exemple, là, j'ai tous mes rapports qui sont de mon menu. Et pour le groupe admin, et en fait, il suffit que je mette un 1 pour le nom du groupe d'utilisateurs. Et l'utilisateur qui va se connecter en tant qu'admin va pouvoir voir ETL Management Variable. Le rapport ETL Management Variable. Donc là, on voit que j'ai créé en fait un autre groupe d'utilisateurs que je vais utiliser dans ma démo et je lui ai mis un petit peu moins de droits, qui n'accède pas à tous les rapports du menu. Donc un menu sécurisé, ce qui est très important, un écran de gestion de taux de change que je vais passer, un écran de sécurité. Donc là dedans, j'ai mis à mon contributeur, je lui ai mis en fait une sécurité. On voit mon groupe contrib entité 01. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de voir les totaux, mais qu'il avait le droit de voir que entité 01. Donc on vérifiera qu'il a bien le droit que à entité 01. Donc une gestion de la sécurité, un écran de chargement des données sur le web et un workflow. Donc là, je suis dans la peau en fait, du contrôleur de gestion central et j'administre la solution. Donc première étape, je vais dans mon workflow monitor, je vais aller voir mon workflow et je vais initialiser le workflow. Je me connecte. J'ai différents types de workflow. Donc sur les investissements, gross margin et FinanceSight. Donc ça c'est pareil, je peux en mettre autant que je veux. Là, je vais mettre sur le gross margin. Là, j'ai toutes mes entités et je démarre le workflow. Donc là, moi, je me suis mis un niveau de validation. On peut mettre 0 niveau de validation, 1 niveau de validation, 2 niveaux de validation. Et donc là, je vois l'étape suivante, c'est la saisie de données. Donc j'aurais pu mettre une échéance. Ça va me calculer le nombre de jours restants à saisir. Attribuer à qui, qu'est-ce qu'il y a eu dans les étapes précédentes, etc. Okay, et 100% du coup de mes entités sont en saisie de données. Maintenant, hop, je me connecte en tant que mon contributeur, donc Nicolas. Donc là, on voit en fait qu'il n'a pas toutes les briques que l'administrateur peut avoir. Et aussi, sur le menu d'accueil, il n'a pas en fait accès à tous les rapports. On voit qu'il n'a pas accès en fait au rapport de l'administrateur. Il peut quand même accéder au Workflow Monitor, sans les boutons bien sûr de démarrage du workflow, mais il peut en fait accéder au Workflow Monitor pour suivre son avancement. Donc là, je vais commencer, je vais vous présenter le saisie des ventes. Ensuite, voilà, je vous montrerai les différents autres écrans. Donc, la saisie des ventes, en gros, on a deux types d'écrans. On a la prévision, enfin, ce type d'écran ici, où là, je vais pouvoir en fait faire ma prévision des ventes, produit par produit, ou regroupement de produits par regroupement de produits. Et ici, j'ai ma liste des indicateurs qui peut être bien sûr personnalisée. Et quand je vais saisir une quantité et un prix, ça va, voilà, tout va se calculer. Mes possibilités ici, bah là, j'ai ma version courante de saisie. Si je suis sur 2020, je suis sur mon budget. Si je suis sur 2019, je suis sur mon atterrissage. Donc là, j'ai défini que l'atterrissage, c'était à partir d'octobre. En comparaison, j'ai une colonne de comparaison où je vais pouvoir choisir soit mon réel, soit ma version courante où je vais garder 2019, donc ce sera l'atterrissage. Et je vais pouvoir en fait saisir mon budget en ayant en comparaison mon atterrissage. Ici, je vais pouvoir basculer d'une entité à une autre. Et là, on voit que mon utilisateur n'a le droit de voir que entité 1. Pourquoi? Je vous ai montré que je vais affecter des droits. Et ici, on va pouvoir saisir en devise locale et faire de la conversion de devise. Donc là, il y a possibilité, si je saisis une quantité, si ensuite je saisis un prix,
automatiquement, en fait, on voit que mes ventes se calculent. Et si je saisis un pourcentage de marge, automatiquement, en fait, ma marge brute, ma marge nette, en fait, se calcule. Je vais vous montrer, en fait, le deuxième écran de saisie. Deuxième écran de saisie, en gros, j'ai mes produits qui sont en ligne. Et ici, je vais pouvoir switcher, en fait, d'indicateurs. Donc là, j'ai regroupé mes indicateurs qui sont saisissables. Puis après, ici, j'ai toute mon arborescence des indicateurs. Je vais pouvoir, en fait, switcher d'indicateur à indicateur et saisir donc, ici, mes quantités par produit. Il faut bien comprendre ce type d'écran, comment il est fait, parce qu'en fait, on l'utilise ça pour les autres écrans aussi. Pour la masse salariale, pour les OPEX, on a le même type d'écran. Donc là, par exemple, j'ai mes produits ici, avec mes regroupements de produits. Donc, soit je saisis directement au niveau fin, donc niveau fin produit et au niveau fin, au niveau des mois, mais l'outil derrière, donc GDocs, etc., apporte en fait des possibilités de ventilation. C'est-à-dire que j'écris à un niveau total année et je veux que ça se ventile en fonction d'une clé de répartition sur tous les mois. Ou alors, je saisis sur une catégorie de produits et je veux que ça se ventile sur tous les produits. Et encore plus, et là c'est le summon, c'est que je saisis sur un regroupement de produits et sur un total année et que ça se répartisse là horizontalement et verticalement. Donc finalement, si je saisis ici, ça se répartira sur toute cette zone-là. Ok? Donc c'est ça que je vais vous montrer. Et cette répartition, je vous ai dit, selon une clé de répartition qu'on aimerait bien choisir. On en a mis ici, on a mis quelques exemples là, que vous pourrez personnaliser. Et je vais vous montrer en gros ce que ça va faire. Ajout au prorata existant, c'est par exemple, là ici, j'ai 6914. Et en fait, j'ai envie de dire, non, j'ai envie de rajouter 1000 euros, 1000, et j'ai envie de le rajouter, et que ça garde le prorata actuel. Je clique sur le petit plus, et j'atterris à 7914, et ça m'a réparti finalement en gardant le prorata actuel. Et là, un petit gadget supplémentaire qui peut être intéressant pour la traçabilité, c'est que j'ai gardé en mémoire dans un commentaire que j'ai eu plus 1000 au prorata actuel. On a aussi plein de possibilités. Je pourrais dire au prorata existant, non pas 7914, mais je veux 8000 et je veux que ça garde le prorata actuel. Je clique ici sur 8000, je clique sur le petit bouton et ça m'a réparti, voilà, 8000. Je pourrais aussi dire, voilà, j'aurais pu aussi le faire à un niveau agrégé. J'aurais pu mettre je veux 3 millions et que là, ça me répartit sur regroupement produit et regroupement et sur total année. Si je clique sur le bouton ici, on va voir que c'est très rapide. J'ai mes 3 millions et tout s'est réparti. Okay. Et j'aurais pu le faire aussi au prorata N-1. Donc prorata N-1, c'est-à-dire que je saisis, je clique sur le bouton et ça me répartit au poids de l'année -1. J'aurais pu faire au prorata N-2, etc., etc. J'aurais pu faire aussi identique sur les niveaux fins, là par exemple. Et ici, je ne vous ai pas parlé de cette petite liste déroulante. Si je peux aussi, donc là j'ai réparti sur reste à faire janvier, donc c'est-à-dire de janvier à décembre, mais j'aurais pu aussi faire mes autres répartitions que à partir de mai, par exemple. Là, par exemple, si je fais qu'à partir de mai, je mets ici, je veux 100 et que ça se répartisse le même 100 en fait sur tous les niveaux fins que à partir de mai. Je clique ici et ça m'a réparti que à partir de mai. Donc ça peut être utile pour les prix. Par exemple, je dis, je répartis des prix, tous les mêmes sur tous les mois, et à partir de mai, je répartis un autre. Okay. Donc voilà, donc ça c'est les différentes possibilités de saisie en fait de cet écran, et vous verrez que c'est la même chose sur les frais d'exploitation, la masse salariale. Et ensuite, mon utilisateur, il peut cliquer et faire avancer le workflow. Donc ici, OK, donc même on va dire j'ai saisi en fait sur toute mon entité 01, saisi OK, il envoie sur Proceed, clique sur Proceed, et ici en fait toutes mes entités, toutes mes divisions dessous ont été validées, et ici je garde un historique pour garder une traçabilité de finalement quelles étaient mes validations, mes rejets, etc. Donc je referme, et là mon utilisateur, voilà, il ne peut plus saisir. Donc, si je reviens en tant qu'administrateur, et je reviens sur mon écran en fait, de prévision des ventes, moi je suis en valideur, donc je peux encore saisir, parce qu'au plus je me suis mis tous les droits, donc je peux encore saisir, parce que j'ai défini que le valideur a le droit de saisir. Si je reviens sur le workflow ici, je peux faire avancer le workflow, et je peux, donc sur l'entité 01, je peux dire, OK, j'approuve, OK, et j'approuve. Et donc là, on voit finalement une première type de saisie. Je vais sur mon workflow monitor, un type de saisie finalement
voilà, industrielle, quoi. Voilà, là, on se transmet plus des fichiers Excel, mais on a une base de données qui stocke la donnée, et voilà, on met un workflow de saisie. Donc maintenant, si je vais sur les autres briques en fait métiers, j'ai les charges d'exploitation. On retrouve à peu près les mêmes types d'écran, hein, avec ici en fait, donc j'ai mes centres de coûts, je peux servir au centre de coûts, je pourrais ajouter d'autres dimensions si besoin. Et en fait ici, j'ai mes frais d'exploitation. Voilà. Et là, je peux répartir mes frais d'exploitation. Je peux saisir mes frais d'exploitation sur une année, sur un global année, sur un global rubrique, etc. Et ici, je pourrais, voilà, vous pouvez être imaginatif, hein, je pourrais dire, je vais répartir en fonction de clés de ventilation qui sont dans un cube à côté, ou je pourrais répartir en fonction du prorata du chiffre d'affaires, etc. Et finalement, je retrouve le même type d'écran. Donc là, c'est les frais généraux, donc j'ai les ventes, j'ai les frais généraux, la masse salariale. Donc la masse salariale, on peut la saisir soit par fonction, donc on a en ligne les fonctions, soit on peut en fait saisir de cette façon-là, où on a en fait toutes les rubriques qui sont en ligne, et je switch de fonction en fonction. Je switch de statut en statut, donc cadre, apprenti, etc. Et voilà. Donc, quand je disais, on fait une saisie un peu plus macro, c'est qu'on n'est pas au matricule, mais on est plutôt, voilà, je vais saisir un nombre de TP par statut, par fonction, et ça me calculera ma masse salariale. Donc comment je saisis la masse salariale? J'ai en fait initialisé un nombre de TP ISO, qui est le nombre de TP connu au dernier mois du réalisé. J'ai mon salaire ISO, j'ai fait une moyenne, après ça peut être changé selon vos besoins, mais en gros moyenne pour mes ETP ISO, c'était en gros un salaire qui est de 11 400. Des primes ISO pour mes salariés, c'est de 2250 et mes commissions, ici c'est 0. Et en gros, ma masse salariale, si je ne rajoute pas de nouveaux salariés, finalement c'est 11 400 fois 3, 2250 fois 3 et 0 fois 3 pour le mois. Okay. Et après, j'aurai calculé le 13e mois et charge patronale et les taxes. Et maintenant, je vais pouvoir aussi dire, je veux un nouveau salarié ici en avril. Et là, on voit que toute ma masse salariale a été impactée. Je peux dire aussi -1 parce qu'il n'y a rien de sorti. Et comment elle a impacté? Dans un cube de paramètres, on a stocké le panier moyen de salaire, de primes, de commissions. On a calculé en fait un panier moyen. Et en gros, ce qui va être rajouté à notre masse salariale, c'est 1 fois le panier moyen de salaire, etc. Donc, c'est la première possibilité, voilà, c'est que je saisis un nombre de TP en plus. Je vais pouvoir aussi ajuster en fait ce salaire ISO, ses primes ISO et ses commissions pour les ETP en fait, pour les ETP ISO. Pour dire, voilà, globalement, la moyenne que j'avais calculée, elle n'est pas tout à fait exacte. J'avais quand même des départs, j'ai une personne qui était en maladie, ça a un peu faussé les chiffres. Et là, je peux l'ajuster. Et ça impactera du coup tous les mois. Et ensuite, je peux aussi, là, je suis libre de rajouter des ajustements soumis à charge ou non soumis à charge. Ça, on peut le faire par statut, par fonction. On pourrait le faire aussi par type de contrat. Voilà. Ça, c'est libre. Et ça, c'est vraiment personnalisable à souhait. Ensuite, on a la création d'investissement. Donc là, j'ai voilà, pour compléter un peu les coûts. Là, c'est un autre type d'écran. Là, je suis sur mon entité 01 support. Là, je vais pouvoir dire, je veux un investissement, un nouvel investissement de nature. Voilà, je peux mettre la nature que je veux ici. Ici, une date de mise en service, un projet. Voilà, je peux mettre le projet 2 par exemple. Alors là, ouais, malheureusement, normalement, en fait, la nature, elle peut proposer une durée ou pas. Je peux ajuster ma durée, sa durée d'amortissement. La nature, elle porte finalement un compte comptable derrière. Okay, elle associe un compte comptable pour que ça puisse être impacté directement sur le web. Et ici, je l'affecte un montant, par exemple 50 000. Là, des petits gadgets qui me permettent de dupliquer pour pouvoir faire la saisie un peu plus en masse ou de purger. Et là, en fait, je vais cliquer sur créer et ça va me créer en fait l'investissement webinar. Puis après, je vais pouvoir ajuster ou supprimer. Et ça, du coup, ça va me calculer derrière mes amortissements et ça va impacter mon PNL. Donc après, voilà, je peux me faire un PNL, c'est ce qui est un peu l'aboutissement finalement, hein, avec la possibilité. Donc là, c'est vraiment à personnaliser. Hein, tous les PNL de tous les clients en fait sont différents.
Voilà, on a mis vente de biens, vente de prestations. Après, on a les frais d'exploitation, la paye, charges patronales. Donc, on a mis que 3 lignes pour les frais, pour les frais de personnel, pour la masse salariale, mais on peut en mettre beaucoup plus. Là, on a les frais d'exploitation, les amortissements. Donc, voilà, normalement, ça a été impacté, hein. Donc, on a soit des anciens, des récurrents, soit des nouveaux. Donc, maintenant, ma saisie, en fait, elle a impacté automatiquement les nouveaux des prestations et amortissements. Ça calcule les bits, etc. Ensuite, donc les CAPEX, je peux savoir par mois. On a le BFR, donc ça, je vais aller un peu plus rapide là-dessus. On peut du coup avoir un besoin de fonds de roulement. Donc on récupère, voilà, on peut saisir un besoin de fonds de roulement ici. C'est pareil, c'est personnalisable aussi, hein. Et on peut saisir donc des flux de trésorerie, où là, qui est connecté finalement à notre PNL avec les l'EBITDA, avec le BFR pour working capital, les CAPEX, c'est les CAPEX qu'on a saisis mois par mois, etc. Et là, on a notre opening cash et closing cash. Toujours en tête de dire on essaie d'avoir une solution qui est générique et qui après soit personnalisable. Donc une fois que finalement les contributeurs ils ont fini de saisir, j'ai fait avancer mon workflow. Et maintenant en fait ce qui est super important, c'est de dire voilà, j'arrête ma version. Donc là donc qui fait partie du Perfect Start, c'est un écran pour exécuter des ETL sur le web. Donc là je vais choisir un ETL. Il y a mise à jour des données, des référentiels. Donc là je vais dans administration, création d'une archive. Je vais mettre budget 2020 V4 et je clique sur exécuter job. Donc une interface comme ça, ça peut être très utile parce que même si vous connaissez bien la solution chez Docs, vous pourriez en fait, on a certains clients qui donnent accès à cette ETL-là à des responsables de branche, à des contrôleurs de gestion en fait, qui vont eux-mêmes charger leurs données du réel. Ils vont mettre les fichiers sources à un endroit et ils vont charger leur réel. Même s'ils ne connaissent pas finalement GDocs, mais ils peuvent quand même charger leur réel. Donc là, c'est en cours, c'est très rapide normalement, hein. C'est que j'ai créé une nouvelle version et j'ai archivé, j'ai fait des copier-valeurs en fait dans tous mes cubes derrière. J'ai fait copier-valeurs de mes données. Si j'en ouvre en parallèle, que j'ouvre un rapport, donc par exemple si je ouvre mes charges d'exploitation, si je ouvre mes charges d'exploitation en parallèle, si je vais mon hôtel management, hop, dans les versions de comparaison, j'ai mon budget 2020 V4 qui est apparu. Et donc là, ça avait déjà en fait calculé chargé en copie-valeur les frais d'exploitation. Et donc là, voilà, on voit que si je prends le budget 2020 P4, j'ai ma comparaison ici. Et c'est identique parce que j'ai fait un copier-valeur. Donc là, je vous ai montré un peu toutes les possibilités. On peut faire du workflow, on peut faire on peut archiver des versions. Maintenant, en fait, je vous ai aussi dit qu'il y avait un admin Excel qui était assez puissant. On peut aussi, alors quand je suis administrateur, quand je suis contrôleur de gestion, voilà, ok, j'ai tout mon process en fait de saisie budgétaire. Et maintenant, en fait, je peux aussi me dire là, ah mince, finalement, je n'atterris pas au chiffre que m'a demandé ma direction. Enfin, comment faire pour atterrir à un chiffre? En fait, depuis l'admin Excel, on a la même chose sur le web, mais je vous montrerai à partir d'Excel. Bah, je peux très facilement dire, voilà, je vais dans ma base de données, et là, je vais vous prouver finalement que la solution, elle est super simple à prendre en main. Ça, c'est du GDocs derrière, hein. Et là, FinanceSight, c'est le modèle accélérateur. Bah, là, je pourrais dire, bah, potentiellement, voilà, je vais dans ma version, et en fait, je vais me créer un budget direction. Je vais créer un budget direction, et là, bah, je l'appelle, je lui mets un attribut, je l'appelle voilà, budget direction. Donc voilà, on peut très facilement, je pourrais en fait, comme ça, en fait, maintenir ma dimension produit, je pourrais rajouter les produits. Donc soit en fait, j'ai deux façons, soit je charge via un ETL, soit je peux maintenir ma dimension produit ou organisation manuellement, en fait, comme je l'ai fait ici. Et après, je vais pouvoir me coller une vue. Donc là, j'ai même sauvegardé une vue sur les OPEX. Et là, je vois mon budget de direction qui est apparu. Donc en gros, comment je crée une vue comme ça? C'est comme c'est un tableau dynamique amélioré. Je glisse en fait, dépose mes axes d'analyse. Et dedans, je choisis ce que j'ai envie de faire apparaître. Donc là, j'ai collé ma vue. Je peux en fait rentrer dans le détail, hein. Je peux rentrer dans le détail, je peux double-cliquer finalement sur mes éléments en fait ici et faire du drill down. Et là, j'ai plein d'options en fait de saisie. Je peux dire, bah, par exemple, je veux mon budget direction, bah, pour les OPEX, je l'initialise avec Penny version 1. Voilà, et là, automatiquement, sur 2020, Total Group, sur tous les croisements, je me suis initialisé avec Penny version 1. Et après, là, bah, je ne vais pas tout vous les montrer, mais je pourrais dire, bah, je veux dièse moins 10 millions, dièse moins 10 millions. Et là, finalement, ça m'a mis moins 10 millions sur tous les croisements en gardant les prorata actuels. Et après, je pourrais dire, ben voilà, j'ai plein de possibilités. Je pourrais moins 12 millions
like pending version 1. Donc, me répartir à moins 12 millions comme, voilà, moins 12 millions, ça me l'a réparti comme pending version 1. Là, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, vous pouvez ajuster. Et ça, c'est ce que font beaucoup nos clients. C'est-à-dire qu'ils ajustent après, ils ajustent la donnée. Et après, si je retourne dans le web, automatiquement, je vais dans mes OPEX, je retrouve en fait ma version de comparaison, mon budget de direction. Si je vais dessus, je vois que j'ai un petit écart parce que j'ai fait de la saisie. Et là, je peux, avec mes capacités web, aller présenter via mes dashboards à ma direction. Donc ça, c'est très, très important, c'est très utilisé. Je me rajoute un 13e mois juste pour faire mes ajustements, etc. Tout ça, c'est possible. Et après, ça, il faut dire que c'est possible aussi de créer en fait des rapports directement dans le web. Là, on est sur une vue, mais on pourrait créer des rapports dans Excel et ensuite les publier dans le web. Il y a une vraie interaction dans GDocs pour publier dans le web. Je termine sur ce que nos clients perçoivent de nos solutions, c'est que c'est agile, bonne pratique, intuitif et ça pousse vers l'autonomie. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut, dans un même rapport, finalement, croiser des données RH, des données vente, etc. Donc oui, c'est possible. C'est vraiment possible de stocker, en fait, dans un même rapport, des données de stock, avec des données bilan, avec des données. Ça, c'est vraiment, et ça peut être vraiment très utile, quoi. Et c'est le but, en fait. On crée plein de petites briques qu'après, en fait, on interagit ensemble. Donc l'autre question, deuxième question qui m'a été posée, c'est sur l'interaction avec d'autres systèmes. Donc, les outils comme, alors là, c'est pas le modèle accélérateur qui le permet, c'est l'outil derrière, en fait. Donc, c'est l'outil GDocs et Board, enfin, ou Board. On a un ETL qui permet de se connecter à une multitude de systèmes. On n'est jamais, pour les récupérer les données dans vos systèmes à vous. Oui, c'est possible. Et c'est très facile à faire. Et non, on n'est pas limité. Je vous propose en fait d'arrêter là. Donc, on vous enverra la réunion, en fait, la vidéo, l'enregistrement, on vous enverra par mail. Et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire.